Yo les gars, c'est Selka et bienvenue sur cette nouvelle chaîne où je ferai mes vidéos en français et je vous parlerai un peu plus de la DeFi. Donc je sais que la plupart d'entre vous sont fans de crypto, vous achetez sûrement vos cryptos sur des SEX comme Binance, Coinbase, etc. Mais il faut savoir que la crypto c'est bien plus profond que ça. Il y a un côté de la crypto qui est aussi appelé la DeFi et c'est là où la plupart des actions se passent. Donc c'est là où l'argent bouge vraiment et qu'il y a des opportunités en vrai en or. Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans ce sujet-là et je pense que je vais faire mes vidéos dans un format où je présenterai quelques outils par-ci par-là au début, essayer de vous familiariser un peu avec ce que j'utilise personnellement pour mes investissements dans la DeFi ou mes recherches de manière générale. Donc c'est ça, ça va être l'objectif de vous faire des petites vidéos comme ça où je présente des tools un peu par-ci par-là et peut-être dans le futur, en fait, je ferai des vidéos où je présente peut-être des opportunités, ce que moi j'achète, ce que moi je regarde, parce qu'en fin de compte, en fait, cette chaîne, ça sera quand même un parcours, mon parcours dans la DeFi. Donc, je ne vais pas donner de conseils en investissement, bien aucunement. Je veux juste partager certaines notions que j'ai appris au fil du temps et certains outils que j'utilise pour mes recherches. Donc là, on va commencer tranquillement avec Dex Screener, ok? C'est un outil vraiment super intéressant, je l'utilise tous les jours. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui est similaire, en fait, qui est pareil. La plupart utilisent ces deux-là, donc Dex Screener ou Dextool. Les deux, c'est la même affaire. C'est un site qui répertorie toutes les coins, les tokens, les cryptos qui se font lancer sur la blockchain. Ok, donc, l'objectif en utilisant ces tools-là, c'est de pouvoir voir si une crypto qui vient d'être lancée est bonne, en fait, si elle est intéressante. Et parce que faut savoir, super important, qu'avant qu'une crypto soit listée sur Binance, Coinbase, etc., ben, celle-ci peut avoir fait encore, on va dire, on peut avoir fait x10, x50, même x100 avant d'être listée. C'est le cas notamment d'un populaire qui était PP, je crois. Donc PP, à savoir qu'on pouvait seulement l'acheter via Uniswap dans une pool Ethereum. Donc tu échangeais tes Ethereum contre des PP avant que ce soit disponible sur les différents SEX comme Binance, Coinbase, etc. Donc très important de savoir ces deux tools-là dès qu'on est dans la DeFi parce que c'est là qu'on va faire nos recherches pour les coins, okay, pour savoir quel crypto, quel token. Et combiné avec X ou Twitter, en fait, combiné avec ça, vous allez pouvoir faire des bonnes recherches et savoir un peu quel token est hot en ce moment, quel token fait parler de lui, quel projet innovateur vient d'être lancé sur la blockchain. Donc voilà, c'est pas les seuls outils que j'utilise. Aujourd'hui, je présente ces outils-là comme étant des plus importants, mais bien sûr, il y en a d'autres. Okay? Les recherches ne s'arrêtent pas juste à ces sites-là. Faut bien évidemment rechercher avec un peu tout ce qu'il y a sur tous les outils qu'on a sur le web. Et c'est d'ailleurs pourquoi je fais cette chaîne. Je vais vous présenter tout ça. Et voilà. Donc là, on va commencer avec DexScreener, ok, parce que les DexTool et DexScreener, c'est le même genre de site, ça répertorie les coins, etc. C'est un peu fait de la même manière. Il n'y a pas un coin, à mon avis, que vous allez retrouver sur DexTool, mais pas sur DexScreener. Les deux scannent la blockchain pour pouvoir sortir les nouveaux coins. Sauf que en termes d'interface utilisateur, il y en a peut-être un que vous allez préférer par rapport à un autre. Ok, moi, dans mon cas, c'est DexScreener. Lorsque je vois le site comme ça, je trouve que c'est plus propre pour l'œil. Je suis plus familier avec lui aussi. Je l'ai utilisé plus souvent que le DexTool. Donc, voilà. Mais il faut savoir que DexTool, je pense qu'il est légèrement plus populaire que DexScreener. Mais bon, après une information intéressante, c'est que DexTool a un token, ok, a déjà lancé son token, probablement un airdrop. Je sais pas, j'étais pas là, ça fait un petit moment quand même. Probablement un airdrop, et on peut voir que, voilà, ça a bien monté depuis. L'utilisation de DexTool est en uptrend, c'est-à-dire en tendance haussière. Les gens utilisent de plus en plus le coin et l'achètent aussi. On peut aussi voir que c'est à 66 millions de market cap, ce qui est très faible pour un site autant utile, à mon avis. Mais après, faut savoir que la plupart des gens ne connaissent pas ce site-là ou n'achètent pas du tout le DexTool token parce que je crois que c'est un token un peu gouvernance. Peut-être ils n'ont pas fini de le déployer, c'est-à-dire de le distribuer, d'où le 42% de circulating supply. Donc peut-être la raison, je m'y connais pas assez et ça m'intéresse peu d'acheter ce token-là. Mais si je l'avais pour un airdrop, je l'aurais potentiellement gardé ou vendu plus tard. Donc
l'intérêt d'utiliser DexScreener, c'est que celui-ci n'a pas de token encore et risque d'en airdropper un aux utilisateurs, à mon avis. C'est pas certain. Aucun airdrop est certain jusqu'à temps qu'il soit annoncé. Mais voilà, c'est à mon avis. Donc, on va utiliser DexScreener dans cette vidéo et je vais vous montrer comment vous pouvez à la fois faire vos recherches, utiliser ce tool, mais aussi potentiellement avoir accès à ce airdrop si jamais il a lieu. Donc, la première étape, à mon avis, ce serait de créer un compte. Ok, j'ai déjà un compte, mais parfois je ne l'utilise pas parce que vous avez accès à toutes les fonctionnalités presque sans même avoir créé de compte. C'est pour ça que c'est nécessaire si on veut maximiser les chances d'un airdrop, mais pour l'utilisation casual, c'est-à-dire normale, vous voulez juste l'utiliser vite fait, regarder un token, bah pas forcément obligé de se connecter ou créer un compte. Donc voilà, en première partie ici, on peut avoir l'app sur les téléphones Android, Apple. Moi je l'ai sur Apple. Intéressant, dès que je suis dehors, je reçois un message Telegram ou Discord et que je veux regarder une crypto, comment elle se porte. Bah, je peux le regarder sur mon téléphone. Elle est assez bien faite, l'app, mais je l'utilise vraiment principalement sur l'ordinateur. Donc voilà, juste une information utile à savoir. Ici, on a la watchlist. La watchlist, c'est toi-même qui la crée. Il y a certains coins que tu veux garder un œil dessus. D'ailleurs, cette watchlist, on la retrouve ici sur le côté avec toutes les coins que tu as sélectionné, que tu as ajouté dans la watchlist. Donc, comment ajouter un coin dans sa watchlist? On va cliquer, par exemple, ce token-là, Moroznet. Je clique sur la watchlist ici, l'étoile, et je peux créer ma liste. En l'occurrence, ici, j'ai créé des listes pour l'Ethereum Chain, parce qu'il faut savoir que c'est multi-chain ce site-là, donc on peut voir tous les tokens qui sont déployés sur toutes les différentes chains, mais je vais en revenir dans un instant. Mais ouais, on peut créer notre liste et envoyer les tokens dans notre watchlist, comme ça, si jamais vous regardez l'activité de Ethereum ou des tokens que vous holdez sur Ethereum, bah, vous cliquez Ethereum, ok? En l'occurrence, moi j'ai mis une watchlist pour les setups. Hein, on est fan de Wave ici, donc certains setups sont intéressants. Je sais pas lui il fait quoi ici. Je sais pas lui il fait quoi aussi, mais en tout cas certains coins sont intéressants au niveau des structures, donc je garde un affût, je garde un œil dessus. Ce qui est intéressant ici est holdings, évidemment ce que je hold. Donc c'est pas tout, mais une partie se retrouve ici. Puis tu peux comme te connecter et voir la performance que tu as fait sur tes tokens récemment. Okay? C'est pas fou, mais ça peut aider un peu de savoir qu'est-ce qu'on hold. Le mieux, c'est d'utiliser d'autres tools comme Zerion ou Zapper, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, ici on peut voir la multi-chart. Alerte, c'est pour se faire des alertes, vite fait j'en parle, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Alerte, c'est pour mettre des alertes dès qu'un prix atteint une certaine zone sur un token que vous voulez. Il faut savoir qu'il y a même les charts de Bitcoin ou Ethereum ou des coins populaires. Donc ça peut vous aider aussi si vous voulez avoir une petite alerte dessus, même si je pense que vos exchanges centralisés comme Binance, Coinbase, eux, ils peuvent le faire aussi des alertes, donc c'est pas forcément utile. Moi, en l'occurrence, ça m'aide pas forcément. Là, les multi-charts, c'est pour mettre plusieurs charts à la fois. Super intéressant ça aussi, pour voir plusieurs charts en même temps. Ok. New pair, c'est tous les nouveaux tokens qui sont déployés sur la blockchain. Vous pouvez cliquer ici par âge. Et juste ici, je vous mets un disclaimer de faire super attention parce qu'il y a beaucoup de rug pool qu'on appelle. C'est tout simplement des coins qui sont des scams, okay, qui vont être lancés. Leur objectif, c'est que des bots ou d'autres gens viennent les acheter en pensant qu'ils sont super early et qui finissent par complètement rug ou dump sur vous. Donc, il y a des manières un peu d'esquiver ces situations-là. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est super important de savoir que si vous vous dites que vous allez vous rendre dans la New Pair section et que vous allez regarder à base d'âge quel token pour ensuite l'acheter et choper le mouvement dès le launch du token, c'est pas une bonne idée. Okay? Par expérience, c'est tentant, mais c'est jamais une bonne idée parce qu'il y a trop de scams en fait. Les vrais coins, savoir si c'est un vrai coin, faut vraiment faire nos recherches et j'en parlerai un peu plus tard ça aussi. Mais ouais, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais un facteur qui est intéressant à savoir si un coin est potentiellement bon, c'est un facteur comme un autre, c'est de voir le volume. Donc si on voit qu'un token a été déployé, on va dire celui-là, il y a 1 heure, et qu'il y a 380 000 $ de volume,
il y a des fortes chances que les gens ont pu vendre, acheter et vendre le token, donc qu'il soit legit. Ok, comme on peut voir ici les transactions. Vas-y, je vais en parler tout de suite. On va prendre cet exemple-là. Ici, j'ai pris Master of the Meme, qui est un token sur Solana. J'ai aucune idée c'est quoi ce token-là. Je l'ai juste pris pour l'exemple. On peut voir qu'une fois qu'on clique dessus, on a la charte. Très important. Parfois, on a le market cap, ça dépend s'il est disponible. En l'occurrence, il est disponible ici. On peut voir qu'on a 250 000 de market cap. C'est super faible. Ok, c'est un mini coin, ça. On peut voir aussi justement les informations intéressantes là par rapport au prix, la liquidité. Un facteur super important, c'est d'acheter des tokens qui ont une bonne liquidité. Sinon, on peut se retrouver à devoir vendre en petits morceaux ou même ne pas pouvoir vendre notre token. Parce que, comme je vous rappelle, la plupart des coins ici ne sont pas disponibles dans les centralized exchange, donc Binance, Coinbase, tout ça. La seule manière de les acheter, c'est à travers une pool. Donc, il y a une piscine où on retrouve, là, puisque c'est un coin Solana, on va retrouver des Solana et puis des coins Master of the Meme. Donc, c'est une pool MOM, Master of the Meme, contre Solana. Donc, vous donnez des Solana et vous récupérez les tokens MOM. Et pour la vente, c'est la même affaire. Vous redonnez les tokens MOM et vous obtenez les tokens Solana. C'est juste que si la liquidité est faible, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire cette transaction dans la pool et vous êtes pris avec vos tokens MOM. Donc, information utile à savoir. Ensuite, ici, on a des détails par rapport aux chartes en fonction du temps. Donc, en 24 heures, on a 386 000 de volume. 3000 transactions qui ont été faites, 3094 transactions. C'est ce que vous pouvez voir ici, juste là. Et vous allez avoir le nombre de makers, c'est-à-dire combien de personnes ont fait ces transactions-là. Ici, c'est les transactions, ici, c'est le nombre de gens qui ont fait des transactions. C'est-à-dire que probablement que la plupart ont acheté et revendu, parce qu'il y a 1250 personnes qui ont fait une transaction, mais ils en ont potentiellement fait plus que 1 parce qu'on a 3000 transactions. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais important de savoir. Ici, comme j'en ai parlé, la watchlist, l'alerte. Si on veut le trade, ce token-là, on voit qu'on peut le trade sur Raydium. Donc Solana, souvent, ils font affaire avec Raydium dans leur pool. Donc on peut aller sur Raydium, on ouvre le Raydium, on échange des sols. Ici, il y a aussi Jupiter, ils offrent Jupiter aussi, qui est intéressant, ou Raydium. Et on fait notre swap, ok? Il n'y a pas trop d'informations nécessaires par rapport à ça. Peut-être au moment où on fait le swap, c'est important que selon le volume, l'activité, le prix qui monte et qui descend, la volatilité, il va falloir ajuster le slippage. Le slippage, c'est un pourcentage qui nous bloque notre transaction, qui nous empêche notre transaction de passer si jamais le prix monte ou descend par-dessus ce pourcentage-là. Donc si vous voulez acheter le token à 0.000269, forcément le prix va pas être le même parce qu'il y a tellement de transactions qui se passent et le coin est tellement petit que la volatilité elle va vite. Okay? Tout va vite, donc c'est pour ça même la charte n'a pas le temps de nécessairement update le prix en temps réel parce que les transactions se passent assez rapidement comme j'ai dit. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on va faire un slippage. Généralement j'utilise 5% pour les tokens qui sont super volatiles et ceux qui n'ont pas beaucoup de transactions, qui sont plutôt calmes, je vais utiliser le slippage automatique. Donc auto, je ne sais pas il est où dans Jupiter, j'ai rarement utilisé ça, mais on peut mettre automatique. Sinon, vous pouvez carrément essayer de slipper en montant tranquillement, savoir jusqu'à quel pourcentage que la transaction va passer, et ça ne coûte pas de gas fees. En fait, si 1% c'est pas suffisant, vous allez vouloir swap et ça va pas swap du tout, ok, ça va rien faire, il y aura un message d'erreur, donc on va monter un peu le slippage au fur et à mesure, c'est une partie importante à savoir. Ensuite ici on a la date avec le type de transaction, si c'est de l'achat ou de la vente, la quantité en USD, la quantité de MOM token en l'occurrence qui a été acheté ou vendu et la quantité de sol que ça a coûté pour qu'on a obtenu en vendant ou en achetant le token. Ici, super important, on a le maker. Le maker, c'est-à-dire c'est qui a passé la transaction, c'est quelle adresse wallet qui a passé la transaction. Et on a quelques filtres ici intéressants, notamment pour le maker que j'utilise pas mal, c'est savoir si une certaine whale arrête pas d'acheter. En l'occurrence, on va dire lui, il achète pour 15 Solana.
on veut voir s'il a déjà acheté auparavant. On va cliquer sur l'entonnoir à côté de son nom et on voit que ce gars-là a acheté pas mal de fois ici, a vendu une fois ici, et a racheté ici. Donc, c'est un peu l'utilité du filtre, c'est de savoir les transactions qu'on a passées. Vous pouvez également cliquer sur la grosse entonnoir ici et rentrer une adresse particulière pour voir les achats et les ventes, notamment votre adresse si vous voulez savoir précisément quand est-ce que vous avez acheté. C'est assez utile. Donc ça, c'est pas mal tout. Okay? La plupart des coins ressemblent à ça en termes graphiquement, que ce soit sur Ethereum ou sur les autres blockchains. On va aller à Ethereum pour un exemple. Mubi, Mubi qui est un DEX sur le BRC, le Bitcoin, le réseau Bitcoin, qui est super hot en ce moment, qui est assez intéressant. On peut voir qu'il y a un market cap de 200 millions, c'est un assez gros market cap cette fois-ci, liquidité de 7 millions, donc un ratio intéressant. Je pense pas que vous allez avoir de problème à vendre ou à acheter avec cette quantité-là dans la liquidité. Et même principe, toutes les informations se retrouvent, c'est la même page, sauf cette fois-ci, on échange des Ethereum contre le token Mubi. Okay? Donc, tout se fait en Ethereum. Vous devez avoir des Ethereum dans votre wallet au moment de faire la transaction. C'est ce que vous échangez en fait contre les tokens. Et c'est ce que vous allez récupérer en vendant les tokens. Il n'y a rien qui se passe en USD. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai souvent dit dans mon Discord que mon objectif à moi, c'est de accumuler le maximum d'Ethereum possible parce que, en fait, je sais qu'Ethereum au long terme, ça va monter. Je sais qu'Ethereum en bull run, ça va monter. Donc, mon objectif, c'est d'augmenter la quantité d'Ethereum que j'ai dans mon wallet. Donc, l'aspect USD ou savoir la quantité de USD qu'on a m'intéresse plus. En fait, c'est la quantité de Ethereum que je veux savoir, c'est que je veux augmenter. C'est la balance en Ethereum. Et c'est pourquoi parfois on perd même le compte dans notre wallet à savoir combien on a de USD. On veut juste en fait savoir combien on a de Ethereum et si la quantité d'Ethereum dans notre wallet augmente. Donc voilà, exemple pour Mubi. Et là on va passer un peu sur tous les réseaux et je vais en pointer quelques-uns. Il y a la plupart ils sont morts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de tokens, pas trop d'activité dans ces réseaux-là. Je pense notamment à, on va dire, Linea, quoique Linea c'est pas si pire, on va dire Scroll. Là on peut voir même, je mets volume, on voit que la plupart ici n'ont pas beaucoup de volume et c'est des Rapid Ethereum, donc c'est des transactions Ethereum sur les réseaux Scroll qui se fait, donc il n'y a pas de token à acheter, il n'y a pas grand chose. On peut voir que peut-être le premier à acheter ici ce serait 8.44 volume, ce serait vraiment faible, voire trop faible pour penser à un achat comme ça. Liquidité assez faible aussi, tu vois, il y a certains coins qui n'ont pas beaucoup d'activité, certains réseaux plutôt qui n'ont pas beaucoup d'activité où ça vaut pas la peine d'investiguer, mais ça reste que beaucoup de réseaux ici n'ont pas de token, ok. On sait que Phantom il y a un token, on sait que Sui ils ont leur token, Osmosis pareil, Métis, etc. Mais on sait que certains n'ont pas de token encore, comme Base, ZK Sync, Mental, je pense à eux notamment, Scroll aussi, hein. Scroll, Linea. Certains d'entre eux vont avoir un token dans le futur et il y a des fortes chances que ça soit un airdrop. La raison est, et j'en parlerai dans une autre vidéo plus détaillée, mais airdrop c'est une campagne de marketing ultra puissante, c'est-à-dire qu'on offre des tokens gratuitement, les gens se mettent à en parler et tout simplement le réseau en tant que tel, si un réseau décide de airdrop ou peu importe le protocole qui décide de airdrop, va récupérer l'argent distribué en fin de compte au niveau marketing, au niveau utilisateurs qui vont venir se rejoindre, essayer d'utiliser la plateforme, etc. Et c'est aussi une manière de les récompenser, les premiers utilisateurs. C'est une manière aussi de distribuer les tokens parce qu'en fin de compte, on veut distribuer les tokens pour qu'il y ait beaucoup de holders et que la charte ou le prix, price action, c'est-à-dire le prix du coin soit relativement en santé, tu vois, assez health. Et puis, c'est ça l'objectif. Et ça fait aussi en sorte que les gros VC, les grosses corporations qui ont beaucoup de tokens, ils ont des gens sur qui dump. C'est très important pour eux. Mais ça, c'est un petit facteur, ok? Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais faire des airdrops, c'est super puissant. À mon avis, et on le constate notamment quand il y a un airdrop sur Solana ou un airdrop Celestia par exemple, tout le monde commence à en parler, le token il monte, évidemment au début il dump un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vendre leur airdrop, mais souvent ça finit par monter en tendance haussière. On l'a vu avec Aptos, Optimism, tous ceux qui ont airdrop ici, même Arbitrum, tous ceux qui ont airdrop, ça
Ça a souvent été le cas, ça dump, ensuite ça finit par monter. Mais bref, ici vous avez toutes les chains. Je vous dis tout de suite, la plupart sont morts. Vaut mieux rester sur les classiques, ceux-là qu'on connaît vraiment, Ethereum, Arbitrum, BSC. Et ensuite, vous pouvez commencer à faire des recherches sur des tokens. Okay? Ici, on a les derniers 24 heures trending, top gainer et les top tokens et les gainers. C'est-à-dire gainers, c'est ceux qui ont eu le meilleur pourcentage. En l'occurrence, si je mets gainer en 24 heures, là, vu que je suis dans scroll, c'est un peu nul, il n'y a pas beaucoup d'activité. Mais gainer sur Ethereum, on peut voir qu'il y en a qui ont fait des grosses performances. Mais encore une fois, faites-vous pas biaisé par ça parce que, exemple, si je check lui, 118%, il est parti de 0, il est à 3,4 millions. Il y a même des chances à son scam. Ok, et ça, je vais en parler tout de suite dans la vidéo. Je vais vous montrer comment éviter les scams vite fait. Super intéressant, hein, super intéressant d'être encore sur la vidéo à ce point-là parce que c'est ce qui va vous sauver plusieurs erreurs. Parce que oui, c'est un tool, on a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de trucs, il faut faire attention. Ok, là, disons que je suis sur la blockchain Ethereum, que je veux faire des recherches sur un coin, un projet, on va dire Vector AI, Vector Chat AI. Je me demande c'est quoi ce projet-là. Je vois 2.8 market cap, 290 000 de liquidité. Je me dis, ok, la charte est en tendance haussière, parfait. J'aimerais ça faire des recherches, savoir c'est quoi ce token-là, ok. Je m'en vais regarder juste ici. On va faire search on Twitter, ok. Juste là, mais avant ça, important, je vais passer sur Go Security Token Sniffer parce que c'est un facteur important. Avant de faire mes recherches sur Twitter, la plupart du temps, c'est comme ça que je procède. Donc, je vais sur Go Security et je vais évaluer un peu ici s'il y a certains critères qui sont manquants ou qui sont suspicieux. Ok. Ici, on peut voir taxes modifiables. Ils peuvent modifier la taxe. Donc, l'achat et la vente, il y a des taxes et ils peuvent être modifiés. Ça peut être problématique, ok? Ça peut être problématique, ça ne veut pas forcément dire que ce l'est. Ça peut être problématique, fait qu'on a déjà un premier petit red flag, ok? Trading cooldown, c'est-à-dire qu'il peut avoir un temps, un délai en tradant, c'est-à-dire que tu peux acheter un token, ils peuvent mettre un délai avant que tu puisses le vendre. Ça aussi, c'est un petit red flag, ok? D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en rouge, c'est des petits red flags. Mais on va en revenir plus tard à savoir à quel point c'est important, parce qu'il y a beaucoup de tokens qui sont lancés sans forcément faire attention à ces trucs-là, mais ils auront jamais l'idée de les modifier ou de mettre les trading en cooldown. Ils font juste pas y faire gaffe, et au final, ça marque que c'est suspicieux un peu, mais ça veut pas forcément dire qu'ils vont modifier la taxe ou qu'ils vont mettre le trading en cooldown. Ensuite, on a le buy tax, donc à chaque fois qu'on va acheter ce token, on aura 5% de taxe. Ça peut paraître lourd, mais la plupart des nouveaux projets utilisent ces taxes-là pour faire du marketing, pour racheter des fois des buybacks, ils rachètent un peu de leurs tokens. Des fois, ils l'utilisent pour payer la team, les développeurs, etc. Donc, de manière générale, 5%, c'est le maximum que j'ai vu sur les bons projets, les projets intéressants. Ça ne dépasse pas 5%, et si ça doit dépasser 5%, faut faire attention. D'ailleurs, je pense par-dessus 5, ça devient rouge, donc faut faire gaffe. Mais ouais, 5% ici, 4% de sell, jusqu'à présent, c'est correct. Ok, moi j'essaye personnellement de viser des projets qui ont 0%. Et lorsqu'ils ont 0%, ça veut dire que le projet est suffisamment gros pour qu'il n'ait pas besoin de ces taxes pour mener à bout le projet. C'est-à-dire continuer de développer, etc. Donc dès qu'ils ont ces petites taxes, comme je répète, c'est que le projet est un peu petit et qu'ils ont besoin de cet argent, de ces taxes pour faire grossir le projet. Ok. Il y a certains coins que c'est des tax farmers, c'est des projets qui n'ont pas de but, mais ils vont essayer de générer le maximum de volume pour récupérer le maximum de taxes et ensuite quitter le projet, faire A+, puis on verra plus d'activité sur le projet. Et généralement, c'est de ça qu'il faut se méfier. C'est des projets qui essayent de simplement farmer au maximum les taxes, faire de l'argent et se barrer. Donc c'est ça qu'il faut faire gaffe. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous avez plus que 5%, il y a des fortes chances que ce soit un tax farmer projet qui veut juste farmer les taxes. Okay? Ownership renounce, ultra important. Ça veut dire que le créateur du contrat n'a pas la main dessus, c'est-à-dire il peut pas récupérer toute la liquidité, par exemple, parce que ça arrive que certains projets
ils partent avec toute la liquidité, donc il n'y a plus de liquidité, tu peux plus trader le projet. Et lui, il s'est fait son argent, donc il est parti. D'ailleurs, c'est pour ça ici le petit signe de cadenas à côté de liquidité, ça fait en sorte de t'aviser que la liquidité est bloquée pour un certain nombre de temps et qu'il ne peut pas partir avec ce montant d'argent-là. Les développeurs, les créateurs plutôt. Donc, ownership renounce, c'est peut-être le point le plus important de checker si c'est marqué oui. Hidden owner, ça c'est savoir si le créateur il est anonyme. Ok, ben anonyme dans le sens où on ne sait pas c'est quoi son le portefeuille plutôt, l'adresse du owner, du créateur. On a open source qui open source de mémoire. J'ai jamais vraiment regardé ce côté-là, mais open source de mémoire, je pense que toutes les informations sont disponibles et ouvertes au public. D'après moi, mais je suis pas certain, j'ai rarement utilisé ce truc-là. D'ailleurs, il nous dit quoi? Ouais, voilà. It had various unknown mechanisms. Ok, donc ouais, voilà, c'est juste le contrat. Les contrats qui sont pas en open source, il y a plusieurs variables qui font en sorte que ça peut être plus risqué, donc ils peuvent modifier des trucs probablement. Donc c'est une information utile à savoir, donc que c'est bien coché yes. Honeypot, ça c'est comme je l'ai dit, c'est dès qu'ils enlèvent toute la liquidité, tu ne peux plus vendre du tout. Savoir si c'est un honeypot, c'est super important. Puis je ne veux pas passer sur toutes les informations, mais à savoir que s'ils sont verts, c'est bon signe, ok? Un autre truc, parce que souvent ça c'est pas suffisant, ok? Un autre truc qu'il faut faire, c'est cliquer sur Token Sniffer ici, qui est un scanner de tokens. C'est un site, ça va ouvrir un site ça scanne en fait les tokens et ça vous dit le score sur 100 avec tous les facteurs importants, ok? En l'occurrence, celui-là, un score de 100 sur 100, c'est-à-dire que les fees sont en dessous de 5%, comme on peut voir. Le token, il n'est pas vendable, c'est-à-dire que le contrat ne peut pas vendre les tokens, donc ce n'est pas un honeypot, il ne va pas dump toutes les tokens qui ne sont pas en circulation sur vous. Le contrat est vérifié, ownership est renounced, comme j'en ai parlé, je pense que c'est le facteur le plus important. Si l'ownership n'est pas renounced, le token va sûrement drop à genre 50 sur 100 de score, donc c'est vraiment le facteur le plus important parce que c'est lui qui peut modifier tout sur le contrat et donc faire ce qu'il veut. Créateur wallet qui a moins de 5% du supply, ça aussi c'est intéressant. Il ne faut pas avoir un portefeuille qui a plus que 5% de tout le circulating token, de toutes les tokens en circulation, parce qu'à tout moment, lui, s'il décide de vendre, il nuke la charte, ok? Poum, la charte, elle dump à l'infini. Donc c'est pour ça, avoir des holders healthy, donc des portefeuilles qui ont des tokens de manière healthy, pas trop de tokens, suffisant pour faire leur trade, suffisamment bien distribué en fait. Et pour ici, la liquidité, etc., je vous laisse regarder par vous-même, mais Token Sniffer, dès qu'on clique ici, Token Sniffer, ça nous donne le score et c'est super intéressant. Je fais ça pour tous les tokens que je regarde. Important de ne pas se faire ken pour ces petites conneries-là. C'est juste des trucs qu'on fait dans nos recherches qui nous aident justement à éviter les scams, ok? Donc Token Sniffer et le Go Plus Security pour éviter les scams, important. Ensuite, une fois que j'ai passé sur ces deux trucs-là, je me fie pas vraiment aux réactions. Ok, il y en a qui FOD ou qui FOMO pour aucune raison en mettant des fusées ou des drapeaux rouges. Ça n'a pas trop d'importance, mais si vous voyez qu'il n'y a que des 0-0 partout, mais que dans le drapeau rouge, il y a 300 ou 200, tu vois, là, ça commence à mettre un peu la puce à l'oreille, comme un red flag. Mais sinon, de manière générale, je regarde pas forcément ça, ok? Ensuite, la partie importante, c'est là qu'on va cliquer sur le Search on Twitter. Okay? En cliquant Search on Twitter, il va nous sortir le symbole du token, okay? Token chat. Ici, il va nous sortir token chat avec le symbole $. Et c'est là qu'on va pouvoir essayer de trouver ou de voir un peu les posts Twitter. Est-ce que les gens sont bullish? Est-ce que le token est intéressant? On va trouver des threads. Souvent, on va trouver des threads où les gens expliquent le projet de A à Z. Okay? Parfois, on peut trouver ça. On va trouver des informations aussi. On peut trouver si le créateur du projet il a fait un move bizarre, c'est-à-dire il y a déjà scam auparavant ou peu importe, on va peut-être le voir dans ces tweets-là. Donc très important de checker les tweets. Pas trop se fier aux analyses techniques parce que des fois les gens ils disent n'importe quoi, mais juste savoir que voilà, il y aura des tweets à propos et c'est important de lire au moins les top tweets. Ensuite, une fois que c'est fait,
on va pouvoir, en l'occurrence là, il est juste ici, Vector Chat, ok, Vector Chat, on a la page Twitter officielle, on clique dessus et on peut voir, ok, est-ce que des abonnés en commun, ça au début forcément si vous êtes nouveau dans DeFi, vous n'êtes pas abonné à personne, donc c'est difficile de voir s'il y a des abonnés en commun, mais c'est intéressant, ok, de savoir s'il y a des abonnés en commun. Ensuite on check un peu le Twitter vite fait, est-ce que c'est assez clean, est-ce que ça paraît dégueu. On n'hésite pas aussi à aller sur le site, ok, ouvrir le site, ne pas connecter aucun wallet, super important, hein, on ne veut pas se faire avoir, on connecte aucun wallet, on fait juste regarder le site, donc ok, disons que là je suis un peu perdu sur leur site, ils ont un Linktree, donc c'est censé avoir le link de plusieurs trucs, mais on voit Telegram, Twitter, ok, mais on voit pas site web, est-ce que ce serait le site web? Ouais, voilà, site web, ok, donc une fois on est sur le site web, on évalue un peu qu'est-ce que le projet. Ok, Unlimited Context and Hallucination Free AI. On voit que c'est un genre de ChatGPT entre guillemets. Ok, un genre de intelligence artificielle qui va créer des voix via Vector Chat, créer une personnalité et qui est powered, donc qui est boosté par la technologie de la blockchain. Ok, ok, parfait. Donc on voit un peu, ça opère sur BitTensor, Gemini, OpenAI. On peut voir des célébrités qui auront une version AI de eux, leur discuter avec eux, patati patata. Donc ça paraît intéressant un peu à vue d'œil, mais il faut vraiment faire les recherches de A à Z pour ensuite savoir et évaluer si ça a du potentiel ou pas. Ok, donc on rentre dans l'app, on n'hésite pas à faire des recherches. Là, je ne veux pas y aller de fond en comble avec vous. Je vois que ça peut être intéressant. Regarde, les fans d'anime, ils vont potentiellement trouver ça intéressant, pouvoir discuter avec Levi ou des trucs comme ça. Ok, ça paraît plutôt intéressant, mais les recherches ne sont pas finies, loin de là. Donc je ferai plus de recherches évidemment, mais j'en ai suffisamment vu pour pouvoir avoir une petite idée du projet au moins. Et ensuite continuer les recherches, regarder les tweets, très important. Hein. Faire des recherches, ça s'apprend pas forcément, c'est vraiment juste scanner tout, avoir une opinion radicale, savoir si ok, ce projet il mérite d'investir dessus ou pas, est-ce qu'il y a mieux, ok, c'est très important de prendre tout sur l'ensemble. Donc c'est comme ça que je fais les recherches via Twitter, via les sites internet, les pages que ce token offre, ok. Et une fois que c'est fait, bon, je décide si j'ai envie de trader ou pas ce token là, ok. Je peux utiliser un peu le wave parfois dans mes analyses, mais plus le market cap est bas, plus le wave a peu de sens. La raison est qu'il suffit qu'une whale ou quelqu'un qui a assez de tokens décide de vendre et on voit une énorme bougie rouge et ça invalide un peu des trucs. Donc l'important, je pense, en termes d'analyse technique, c'est vraiment juste savoir si le token est en tendance haussière. Donc tu traces une petite trendline et tu vérifies si est en tendance haussière. Beaucoup de gens trade les supports résistance dans ces trucs-là. Ça marche presque mieux que le wave. C'est-à-dire pas les supports résistance, mais les trendlines, les rebonds. Genre ça m'étonnerait pas plutôt qu'une whale attend le rebond d'une trend pour acheter. Donc je dirais qu'il juste garder en tête si c'est une tendance haussière, il n'y a rien de mieux à faire, ok, c'est des petits market cap. Dès qu'on va dans les plus gros market cap, juste Mubi par exemple, 200 millions, là on peut commencer à penser à faire du wave, à voir si des structures se dessinent, ok, en l'occurrence, évaluer si ça c'est une correction pour un autre, ou move up, comme ça l'a fait ici auparavant, etc. Ok. Donc c'est pas mal tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, je regarde, ok, 33 minutes, c'est pas mal, ok, ça sera tout pour cette première vidéo sur Dex Screener. C'est le même principe pour Dextool, donc je vous invite à regarder Dextool si ça vous intéresse plus. Moi je suis sur Dex Screener depuis pas mal tout le temps, donc je resterai avec ce site-là, mais n'hésitez pas, vous aventurer, faire vos recherches, c'est comme ça que je procède personnellement. Et c'est pas mal tout pour cette vidéo sur Dex Screener. Donc les prochaines vidéos qui vont avoir lieu, il y en aura un sans doute sur les airdrops. J'aimerais ça en parler un peu plus, alors puisque dernièrement on a eu un petit airdrop pour Kepler. Tout ce qui est Kepler, Cosmos, tout ça. J'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est relativement simple. Il faut juste staker des Cosmos tokens, Osmosis et des Celestia. Et on est presque éligible à toutes les futurs airdrops de Cosmos, et il y a des outils pour savoir quand est-ce que les airdrops seront là, quels projets vont faire des airdrops, et c'est méga intéressant selon moi. Donc on va parler dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Dex Screener. Ok, à savoir, j'en ai pas trop parlé,
Mais ouais, toutes les coins Ethereum utilisent Uniswap. Donc en tradant un compte sur Ethereum, on est sur Ethereum ici, on va avoir accès à Uniswap. Et là, on sélectionne le token et on fait un swap. Comme je vous ai dit ici, le slippage, vous pouvez le mettre en automatique. Sinon, 5% si ça passe pas. Ou vous pouvez monter graduellement. Ça ne coûte pas de frais ni rien. Ça, vous allez juste avoir un échec de la transaction si jamais le slippage n'était pas suffisant. Donc, c'était pas mal tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. À plus les gars.